Spécial Eric Zone Podcast en direct de Mont-Tremblant. J'avais vraiment hâte de passer ici. La dernière fois qu'on s'était vu, c'était, je pense que c'était à ton mariage. Ça va bientôt faire 2 ans. Ouais. Ouais. Ça me fait de quoi de voir que toi, qu'est-ce que tu as accompli en ce moment? Mais j'ai de la chance, là, honnêtement. Il y a beaucoup de gens qui travaillent fort ici, à Mont-Tremblant. Ce que j'ai réalisé en quittant Montréal, c'est que les gens ici travaillent vraiment, vraiment très fort dans leur domaine respectif. Puis j'ai emboîté le pas. C'est le monde qui t'a inspiré, le monde dans le coin. T'es arrivé ici et t'as comme été absorbé par l'énergie de l'endroit. Ouais, j'ai comme trouvé enfin chez moi. Là. Je bourlingue depuis que je suis né. Là, je suis en Allemagne, mais j'ai vécu un peu partout. En France, chaque année, on déménageait. Puis arrivé ici à 14 ans, on est resté longtemps, on a traîné ensemble longtemps sur la rive sud de Montréal, mais après ça a été le Mexique, Vancouver, puis je suis revenu, puis après ça a été Montréal, puis je dirais qu'ici, ouais, ça m'a permis, je pense que franchement, je sais pas si c'est plausible, mais je pense qu'on a chacun une place où on peut plus facilement s'épanouir. Ouais. Alors après, c'est de la trouver. Ben, je veux dire, tu as une connexion avec la nature. Si tu parles des voyages au Mexique, je me souviens quand tu étais parti là-bas, je veux dire, c'est de partir de la grande ville, puis c'est d'aller découvrir le monde, c'est d'aller connecter avec pas juste le monde, mais peut-être la nature aussi. Est-ce que c'est quelque chose ici que tu as trouvé, entouré d'arbres? Là? Non, c'est clair. Ça doit inspirer. Ça. Tu te souviens de la maison, là, quand on a déménagé, tu étais là? Ouais. On était sur le bord d'une rivière. C'était extraordinaire. Chez une rivière, ça change tous les jours, selon la lumière, selon les saisons. Ça t'inspire pour ta caméra aussi? Ouais, j'ai découvert la photographie en arrivant ici aussi, parce que j'en faisais très peu. Toi, t'avais toujours été le mec derrière la caméra. Je sais pas si tu te souviens. Caméra vidéo, ouais. Ouais, mais tu faisais des effets vertigaux dans des couloirs, sur des skateboards avec Mark. Tu te souviens? Tu zoomais, out, tu avançais avec, c'était super cool. Fait que j'avais toujours laissé ça entre tes mains. Moi, j'étais le docteur guitare, c'est moi qui changeais les cordes. Ah ouais, j'ai toujours de la misère avec mes cordes de guitare, moi. Non, c'est ça, je pense que c'est une question de chance. L'important, c'est de rester, d'exprimer de la gratitude. Ouais. D'un autre côté, moi, je suis quelqu'un qui est très perfectionniste, puis très exigeant envers moi-même. Puis là, je suis dans un rôle où je me retrouve dans un rôle plus d'encadrement. C'est moi qui encadre maintenant différentes personnes. C'est difficile d'être pas avec eux ce que je suis avec moi. Fait qu'il faut que j'apprenne ça maintenant, tu sais. C'est un autre défi, en fait, c'est d'autres problèmes. C'est super cool, mais c'est bien parce que ça me permet d'apprendre autre chose aussi. Moi, j'avais pas besoin de faire ça avant. J'avais juste à faire valoir mon point envers une figure d'autorité. Maintenant, c'est différent. Mais pour en revenir à ton point, la nature, ouais, effectivement, c'est quelque chose qui me marquait énormément à Montréal. Quelque chose avec laquelle j'avais de la difficulté à vivre, d'être loin de ça. Puis là, la nature, t'arrives ici, ça t'inspire pour la photo, mais en plus de la photo, t'as aussi comme l'écriture qui est une passion, il y a une force aussi chez toi. Je me souviens que t'étais allé à l'université dans le temps à Montréal. Ouais, c'est là que ça a commencé ou peut-être avant, tu lisais beaucoup? J'ai toujours écrit, mais j'ai toujours écrit en fait. Puis c'était ma force à l'école. Donc déjà, j'avais comme une prédisposition pour l'écriture. Par contre, j'étais pas un grand lecteur. Mais je lisais du Victor Hugo ou autre. Là, ça m'inspirait beaucoup. Mais lire une page de Victor Hugo, ça me suffisait pour écrire 10 pages. Donc là, aujourd'hui, c'est différent, étant donné que l'écriture journalistique est beaucoup plus aride que l'écriture d'un blog ou l'écriture d'un roman ou autre. Je lis beaucoup de journaux aujourd'hui, en fait. J'ai vraiment trouvé les audiobooks en ce moment là, pour m'aider. C'est audiobooks, là, parce que si tu t'enrichis, tu continues à absorber de l'information, mais t'es pas... y a pas comme la difficulté, ou entre guillemets difficulté, là, d'avoir à ouvrir un livre puis de déchiffrer ce qui est écrit là. Mais audiobook, t'as ça qui joue en arrière, puis c'est comme si quelqu'un te racontait une histoire, puis en même temps, tu peux dessiner ou... En tout cas, moi, mon mantra, c'est ça, de faire du dessin. Toi, c'est quoi ton mantra? C'est quoi ton... Est-ce que tu as un mantra, à part peut-être la guitare, c'est sûr? Ouais, mais tu sais, elle est restée de côté longtemps. Là. Je te dirais que avoir une famille, c'est autre chose. Quand, mettons, je mets Florence dans le bain ou dans la douche, mes guitares sont pas très loin, je la pogne, je me claque un solo, papa, puis là, je la repose, puis je retourne. Ah, trip, c'est tout, là. Ouais, mais quand c'est moi qui joue, elle vient et tire sur les cordes, puis il y a des accords, mes trucs. Ça change une vie, avoir des enfants, donc c'est devenu Florence, mon mantra beaucoup, c'est de jouer avec elle.
Ici, j'ai découvert le sport aussi, parce qu'avec mon dos qui était pété depuis que je suis jeune, moi, j'ai comme pouvais rien faire, puis j'ai recommencé, mais je me suis repété le dos. Ah, pour vrai? Cet hiver, ouais, mais c'est en pelletant, là. Ah, pour vrai? Ouais, c'est mauvais, en tout cas. T'as pas les pales ergonomiques là, avec l'affaire qui est pliée là, pour pas te... Non, ouais, ça va pas... C'est parce que c'est Terrain pareil, trop grand. Ouais, de un, puis de deux, tu sais, je respire pas, puis je fonce, puis c'est comme quand je crie ou comme quand je fais n'importe quoi, je vais trop loin, trop vite, trop fort. Intensément, ouais. Puis je me suis blessé de même, mais bon, c'est pas grave, là, je prends une pause. Mais ça avait marché dans le fond, t'avais fait le... CrossFit, ça m'avait aidé. CrossFit, ok. Mais je peux plus. Pour vrai? Ouais. C'est encore le disque... C'était le disque, c'est ça? Ouais, j'en ai 3 là qui sont... Mais c'est pas grave, tu sais, ça va revenir, là. Je vais trouver quelque chose, là. Il faut que je trouve quelque chose qui est plus adapté à moi, mais c'est pas grave. Mais ça pour dire que je pense que il y a beaucoup de jeunes aujourd'hui qui cherchent à quitter la ville. On l'a vécu tous les deux, la ville harsh, la ville tough, le bus, le métro, la promiscuité. Ben, il y a tellement... T'es un numéro là-bas, puis moi en tout cas, j'ai passé beaucoup de temps à essayer de trouver un travail, puis de me faire ma place, puis j'ai rencontré du bon monde, Pierre Blackburn, j'ai travaillé avec, puis là, on a développé le Blackburn Podcast, mais t'as vraiment un combat continuel. Ben, t'as toujours un combat, mais c'était vraiment rendu difficile à Montréal, selon moi. Là. Moi, en tout cas, dans ma situation, j'ai vraiment eu... Il a fallu que je parte de Montréal, là. C'est pour ça présentement que je suis à Québec, parce que il fallait. Tu avais beaucoup de diplômes aussi, quand même. En plus, tu étais quand même t'es scolarisé en maths. Ben ouais, j'étais pas juste quelqu'un avec son iPhone ou sa caméra, puis qui voulait prétendre être quelqu'un qui était capable de faire du montage vidéo. Là. Moi, ça faisait 20 ans que j'en faisais. Puis j'arrivais pas à trouver rien. Là. J'étais toujours comme... Ah, je veux pas être... Non, on va pas bâcher la ville, mais je pense qu'on a chacun des places où on peut plus facilement s'épanouir. Ouais. Donc, puis ça c'est super important. Puis j'encourage les gens qui sont coincés en ville. Puis comme on en parlait ce matin aussi, l'accès en fait à Internet haute vitesse, ça aide pas les régions à se développer actuellement, mais ça va changer grâce à une décision du CRTC qui est assez récente. Là, moi, tu peux-tu juste le remettre en contexte? Parce que c'est ça, ce matin, on parlait justement du changement du CRTC qui a demandé à Vidéotron puis au grand... c'est un point. Là, au moins, le gouvernement je ne veux pas dire de bêtises là, sur l'appellation. Le gouvernement considère maintenant que l'accès à Internet haute vitesse, c'est un droit, non plus un privilège, un peu comme le logement ou autre. Donc, c'est déjà bien parce que c'est ce qui va permettre aux régions, à mon avis, de grandir, de se développer et d'arrêter d'être limité par rapport à la concurrence en ville. Les autres, ils roulent très, très rapidement. Ils n'ont pas de limite de bande passante. Ici, c'est ridicule, quoi. Donc, mais il y a eu aussi une décision du CRTC d'obliger, en fait, les fournisseurs de bandes passantes comme Bell ou Rogers ou autres, de pouvoir baisser leur prix sur des ventes de gros. Donc, si tu veux, tu as les Canac, B2B, B2C et autres qui peuvent maintenant, qui ont baissé tout de suite leur prix. Là. Ça s'est vu dans la semaine. Ça, c'est les fournisseurs régionaux? Ben non, mais c'est secondaire, si tu veux. Et puis, bon, ils ont peut-être moins de moyens, mais ils fournissent des forfaits qui sont beaucoup plus intéressants. Tu peux avoir du $40 par mois, 42,50, je pense qu'on paye, c'est limité. Donc c'est déjà bien parce que sinon c'est ridicule. La technologie avant, si tu regardes Netflix, c'est tout en HD maintenant, puis un film c'est plus qu'un gig, donc tu faisais... Ça s'adapte absolument. Puis c'est drôle parce que j'avais lu un article là-dessus, puis c'était hier justement, je pense que c'était Radio-Canada, puis il parlait justement que t'avais carrément les itinérants avaient des cellulaires maintenant. Comme 86% des itinérants qui ont des cellulaires ou des plateformes genre des iPads ou des affaires comme ça. Ah, quand même. Puis il y avait une femme, un autre article ou un reportage qui disait que elle devait avoir ce privilège-là d'accéder à l'Internet parce qu'autrement que ça, elle était complètement déconnectée de la populace ou du reste de l'univers. Parce qu'elle pouvait pas s'informer, elle pouvait pas chercher de la job. Puis j'ai pas la référence, là, mais vous fouillez ça sur le web, là, cet article-là. Donc, c'était quelqu'un qui cherchait une job ou qui voulait accéder au marché de travail, puis elle avait aucune façon. Elle avait pas le web, elle avait pas Internet. Tu sais, c'est un besoin, là, ouais. Absolument. Mais double tranchant aussi, parce que qu'est-ce que tu fais quand t'es pogné sur Internet puis que t'es un millennial puis que
t'es constamment sur Instagram puis que tu vends ton âme au diable virtuel puis tu perds la connexion avec les gens. Je me suis fait la réflexion en rentrant au métro, là, l'épicerie où tu es allé hier avant d'arriver à la maison. Puis j'arrive là, puis je vois un monsieur, c'est un boomer, son fils, puis les deux sont sur leur téléphone. OK. Puis je ressors. Ils sont encore là. C'est particulier quand même. Je supporte pas, moi, c'est le moins possible. J'essaye vraiment de... Je suis pas constamment en train de regarder mes emails. Mais c'est ça. Ça dépend. Je pense que c'est un problème de société actuelle, mais ça, c'est autre chose. Il y a un ajustement, là, c'est sûr. En tout cas, moi, je vais l'ajouter. Franchement, je suis vraiment accro. Là. Je suis tout le temps sur mon cell. Je suis tout le temps en train de checker Facebook, en train de faire mes... faut que j'essaie d'équilibrer ça un peu. Moi, je suis trop pas là, dans le sens où les gens m'écrivent sur Facebook « Hey, une bonne idée d'article, nanana. » C'est comme, ça date de quand, ça? Puis là, ça date un peu trop, là. Parce que j'y vais pas. J'ai un numéro de téléphone, appelez-moi, j'ai un email, écrivez-moi. Là, si vous pensez que vous pouvez me rejoindre par LinkedIn ou autre, là, je passe pas mon temps là-dessus. Je reçois à peu près 60 emails par jour. Fait que, à un moment donné, c'est comme... Ouais, la connexion humaine. Ouais, mais bon, c'est autre chose. Là, il y a des... Tu vas venir cet été un peu te promener ici? Il y a le festival de blues, le festival jazz, il y a Tonga Lumina. Y a-tu Wainwright qui revient cette année ou c'est qui? Non. Non, Wainwright sera pas là, mais il y a d'autres bons bands qui vont être là. OK. Ouais, excuse-moi, pourrais-tu répéter c'était quoi les noms des personnes qui vont être là au festival? Au blues? Ouais. Ben écoute, je les ai pas de mémoire, là. Je sais que y a Martin Deschamps qui vient, il y a Lulu Hughes qui vient chanter Janis. Ah ben? Le même soir d'ailleurs, ça c'est un peu dommage, mais... Ben Martin Deschamps, là on en a parlé hier, mais si... Parle-moi de Martin, tu l'as rencontré? Non, on s'est parlé au téléphone. Oh, OK. Parce que lui, était à Rawdon. OK, il est à Rawdon. C'est son studio qui est là-bas. Hein, ouais, il s'est fait un studio dans une grange, mais en dedans c'est tout neuf, c'est super bien fait. Puis on s'est parlé, puis il m'a fait écouter son nouvel album. Donc j'ai écouté les chansons, puis on en parlait en live, puis... Et puis il l'a réalisé avec, si je me trompe pas, son nom c'est Jimmy ou Jérémy Paquette. C'est un prodige à la guitare. Il a fait toutes les guides sur l'album. Martin, il a fait un peu de slide. Martin, il a un bottleneck adapté, tu sais. Puis il chante évidemment. Puis il a repris des tunes traditionnelles de blues. Dont on sait même pas qui. C'est Black Girl, là. Black Girl. Nirvana les avait repris dans Unplugged. Ah, OK. Don't lie to me. Ouais, ben, cette tune-là, lui, il a repris, mais ça, c'est une tune traditionnelle de blues. Puis il l'a repris avec Angel Forrest, qui est une chanteuse qu'on voit souvent au festival aussi. Puis c'est tout un album en anglais. Puis franchement, c'est intéressant. Mais Martin, c'est quand même un personnage assez... il a notre âge, je pense. Mais il est assez... c'est un fighter. C'est vraiment un fighter. Vu sa situation physique, il a quand même... incroyable qu'est-ce qu'il a accompli. Ouais. Tu m'en parlais hier. Mais... Puis j'adore quand tu... Parce que c'est le parrain du blues à Araoké ici, dans le festival de blues. Puis c'est une sorte de concours du festival pour les gens qui veulent chanter du blues ou autre. Puis ceux qui ont gagné sont retrouvés à la voix, d'ailleurs, quand même. Donc ça propulse quand même certains jeunes chanteurs ou autres. Puis j'ai demandé, est-ce que c'est quelque chose qui te plaît de faire ça? Est-ce que c'est quelque chose... Est-ce que tu te retrouves là-dedans? Étant donné que ça doit pas être facile pour toi d'être assis juste comme simple spectateur. Je pense que quand tu es musicien puis qu'il y a un band qui joue, qui sont super bons, tu as toujours envie de monter sur le stage avec eux autres. Et lui, il s'impose, malgré même sa condition physique. Puis il me disait, moi, je m'impose à chaque fois. Moi, vraiment que le band est rock, j'y vais. Puis il m'expliquait qu'au Mexique, là, les Mexicains, ils le regardaient aller dans un resort. Qui c'est qui fait? C'est qui ça, man? Puis il dit, le tout, c'est de réussir à leur prouver rapidement que tu as du talent pour pas te faire qu'ils sortent en bas du stage. Puis il a énormément d'humilité, il le sait, il connaît sa condition. Mais quand j'arrive au Mexique, mais en même temps, le crowd qui était là, il y avait beaucoup de Québécois, donc il applaudissait, puis les Mexicains, c'est quoi qui se passe? Puis là, finalement, souvent, il me dit, je finis le show avec les gars. Donc c'est quand même quelqu'un qui... Moi, je trouve que c'est un exemple à suivre pour tout le monde. Là. Il est bourré de positivisme, ce gars-là. C'est vraiment un vrai battant. Puis en plus, il a du talent. Puis il est pas trop mainstream non plus. Là. Il est pas mainstream. C'est pas un Éric Lapointe, là, mais il a quand même une présence. Le monde, ils savent. Quand on le sait, c'est qui. Quand on le voit, il y a vraiment une présence. Là. Il y a comme, par sa voix, puis par sa personnalité, puis son... Je sais pas si la société est rendue assez évoluée pour faire en sorte qu'on puisse faire abstraction totalement de ces handicaps. Je pense qu'il y a quand même des gens qui s'arrêtent à l'apparence
On se le cachera pas. Je pense pas qu'il puisse être malheureusement Éric Lapointe. Peut-être qu'au Québec, oui, parce que, tu sais, mais je sais pas. C'est un autre débat. J'en ai même pas parlé dans l'article. Je fais un article sur lui, puis j'ai même pas parlé de ça. Parce que pour moi, c'est pas ça, Martin Deschamps. On le sait qu'il a une condition difficile, mais que lui, ça l'arrête pas nulle part. Là, il fait du ski, il fait de la moto, il fait, tu sais, ça, c'est un autre débat. Mais côté musical, je trouve que il touche quelque chose d'intéressant maintenant là, avec le blues le pur traditionnel qu'il a fait. C'est ça qui va te chercher en tant qu'éditorialiste à l'Express de Mont-Tremblant. C'est vraiment l'humain ou la personne, ses valeurs, sa richesse intérieure qui... J'aurais pu, mais bon, il fallait que je fasse un choix, de faire un portrait sur lui. J'ai plus choisi de parler de son album, là, Soulshine, son nouvel album, parce que je trouvais que c'était... en tant que musicien, je trouvais que c'était un bel album, bien réussi. Puis c'est plus ça que je voulais présenter, mais c'est ça, tu sais, je pense que... Mais la question, c'était est-ce que tu vas revenir cet été parce qu'il y a tellement de choses à voir. Là, le Festi Jazz, c'est 10 ans. En fait, c'est 10 années. Tonga Lumina, c'est une nouvelle activité nocturne à Mont-Tremblant, créée par Moment Factory. C'est eux qui ont illuminé le pont Jacques-Cartier. Là, ils ont pour fait un les petit tournées 43 millions. Les belles lumières. Les belles lumières qui coûtent cher. Mais ils font du bon travail. Moment Factory, là, ça fait combien de temps? C'est la première année qu'ils sont à Tremblant? Tremblant, Ouais, ça sera la toute première fois. OK. Il y a pas de... Donc, c'est quoi le concept? D'après ce qu'on comprend, ce serait un géant qui habite dans la forêt puis qui bouffe les enfants? Ou... Non, il y a un géant qui... Gardez vos enfants avec vous. Il y a un géant qui vit sur la montagne puis qui a un secret à nous révéler. Donc, c'est un parcours immersif, nocturne, donc je sais pas trop quoi... Ça va être impressionnant, ça. Ouais, ça peut être cool. Donc, ouais, mais c'est sûr que, tu sais, c'est une région qui bouge, c'est une région dans laquelle c'est agréable de vivre. Moi, ce que j'adore vraiment, là, je le dis souvent, mais c'est quand je rentre du boulot sur Monterrayan ou même sur la rue Labelle, puis je mets Radio-Can, puis on joue un Yves dans la circulation. Que tu joues un quoi? Tu sais, quand ils disent à Radio-Canada, on rejoint Yves dans la circulation. Ah ouais. Ouais, bon alors là, c'est bloqué partout, la case, on n'y pense pas à la 40. C'est comme, il y a un camion citerne qui a explosé. La Caddy, c'est comme inondé, on sait pas ce qui s'est passé. T'sais, moi, ça me fait trop marrer, quoi, parce qu'à chaque fois, c'est le bordel. Et là, nous, faut juste faire attention aux chevreuils. Des fois, on pogne un touriste qui est un peu plus long que d'habitude, mais sinon, tu sais, il y a pas de... C'est une grande richesse de pouvoir vivre comme ça, à mon avis. Ouais, là, je vais encore chialer contre les roundabouts, mais dès que tu arrives à 15 Nord Mont-Tremblant, t'as le roundabout qui attend pour... Soudainement, l'autoroute devient un roundabout tu veux dire pour rentrer dans la ville. Le rond-point? Ouais, le rond-point, excusez-moi l'anglicisme, le rond-point, ouais. Le carrefour giratoire. Carrefour giratoire. Ouais. C'est quasiment indécent. Non, mais c'est... Mais il y a souvent du monde qui arrête dans le carrefour giratoire, c'est un petit peu frustrant. Là. C'est dans le cas de la route, là, si on a appris à conduire, normalement on devrait le savoir qu'on s'arrête pas dans un carrefour giratoire. Mais, comme je te disais tantôt, ça fait partie du plan de la ville de réduire les GES, les gaz à émission à effet de serre, parce que tu t'arrêtes plus à une lumière. Avant, il y avait un paquet de autoroutes qui attendaient à une lumière, puis là, ça redémarre. Là, souvent, t'as pas besoin de redémarrer. Là. Tu ralentis, c'est sûr que tu dois reprendre la vitesse, mais c'est là que tu bouffes le plus de carburant, c'est pour lancer ton véhicule. Donc, tu sais, si tu es quand même sur une lancée, tu t'arrêtes beaucoup moins, tu attends beaucoup moins longtemps, c'est beaucoup plus fluide. Il faudrait juste ordonner un cours. Genre. Puis ça, ces rues-là, c'est géré par, c'est pas gouvernemental, là, c'est la ville de Tremblant qui a décidé d'avoir une conscience environnementale. La 117, c'est provincial. OK. Mais on en voit d'autres carrefours giratoires ici quand même. OK. Je pense que le ministère des Transports, je veux pas dire de conneries, mais je pense que le ministère des Transports puis la ville de Mont-Tremblant, je pense qu'ils parlent quand même beaucoup. Là. Ils essayent de. OK. Je pense que tout le monde essaye de faire du mieux qu'il peut. Des fois, on a l'impression que non, mais il y a souvent des contraintes qu'on connaît pas qui font que ça avance pas. Puis bon, de toute façon, au Québec, tu le sais, là, tu passes les lignes, tu arrives des États-Unis, puis. Même un aveugle, il serait qui est rendu au Québec. On regarde dans les routes, tu sais. Fait que, terrain, c'est de la guerre. Là. Ouais, c'est dans le temps de Bagdad. Fait que c'est ça, mais... OK, mais une conscience environnementale, c'est inévitable dans le coin, avec entouré d'arbres comme vous l'êtes, là, ici. C'est pas tout le monde. Écoute, t'as vu le boisé derrière chez nous, je retrouve des matelas. Ah ouais. Et ça a été une dombe pendant longtemps. Ça,
C'est sûr que les années ont changé, mais des fois, je retrouve des canettes qui sont assez récentes. Je retrouve des artefacts de 1960, OK, c'est une vieille canette de Coke, cool. Mais Ouais, à cette époque-là. là, c'est une autre époque. Mais aujourd'hui, on retrouve encore des... À chaque fois que je m'en vais dans le bois, j'ai un petit sac, là, puis je ramasse des trucs, puis... Je pense que c'est pareil partout, là. Tu sais, dans les Pyrénées, je me promenais... j'avais fait un voyage, je sais plus, c'était en 2002, je pense. OK. Puis on voyait... déjà, marcher dans les rues, c'est pas évident parce que les voitures vont vite, il n'y a pas de trottoir, t'es en montagne, là, c'est vraiment... Puis dans la vallée, là, t'as des laveuses, t'as des frigos, t'as des voitures. Oh my God. Fait que, tu sais, mais ça va changer. Puis tout ce que j'espère, c'est qu'ici, on se développe beaucoup, là. Il y a quand même beaucoup de développement ici à Tremblant. J'espère juste qu'ils vont savoir encadrer ce développement-là pour pas qu'on soit... Pour pas qu'on devienne Longueuil, tu sais, genre, je sais pas là, si je peux dire ça, mais tu sais, je voudrais pas que ce serait dommage, quoi, tu sais, il faut garder quand même... quand tu survoles la région en avion, tu te rends compte que, waouh, t'es dans le bois, là. Ouais. Puis il y a ben des lacs. Ben, c'est ça le cachet, là, dans le fond, là. Ouais, ce serait dommage de... Mais bon. Puis le tourisme, c'est respectueux de l'endroit, dans le fond, le monde, ils viennent ici pour ça, mais y a-tu comme un... Ah, il y a un impact, c'est sûr, tu sais, on a eu un moment donné... Spartan Race, tu vois c'est quoi? C'est une sorte d'épreuve sportive, c'est de l'endurance, puis c'est pas un triathlon comme le Ironman. Non, mais c'est un parcours d'obstacles, puis tu dois porter des gros trucs, tu dois courir, tu dois sauter au-dessus d'un truc de feu, tu dois nager, tu dois faire tant de pull-up, tant de push-up. Tu te rends à la fin, puis tu as différents formats. Il y en a des plus longs, puis tu as des courses en sentier. Des fois, tu dois ramper sous des barbelés et autres. Ah, c'est pour ça que tu sors que tu es plein de boîtes? Là? Ouais, Spartan Race. Puis c'est de leur cri de ralliement avant de partir, là, le « Aouh! Aouh! » All right. C'est ça. Mais ils l'ont arrêté, ils l'ont fait une fois au domaine Saint-Bernard, puis c'est genre « Oh non, vous venez plus ici, là. » Tu sais, les fiduciaires du domaine Saint-Bernard, qui est un parc protégé, c'est un parc écotouristique, c'est un parc qui appartient à la ville de Mont-Tremblant, qui est quand même protégé, on veut protéger cet endroit-là. Tu peux même pas y aller avec ton chien. Que ça ferait peur aux chevreuils. C'est vraiment un parc, c'est un beau petit parc, mais pas développé. Mais ils ont dit non, ils reviendront pas ici. Donc, si tu veux, tu vois quand même que c'est sûr que quand j'en parlais avec Daniel Blier, qui est le directeur général de Tourisme Mont-Tremblant, c'est sûr qu'il y a un impact à recevoir énormément de touristes. Il y a un impact sur les infrastructures. Ouais, c'est une empreinte bien sûr, c'est normal. Mais c'est pour ça qu'il faut faire les choses intelligemment. Puis il faut... donc, on va voir comment ça va se développer, mais bon, c'est quand même on est quand même très, très visité, là. Tu vois, il y a de l'expérience dans ce domaine-là, d'avoir anticipé l'influx de monde là, qui vont... C'est quoi, tu me disais ça, c'était combien t'avais comme... À la base, c'est combien le On est moins de 10 000, on est 9 600 quelques habitants à l'année. Avec les villégiateurs, les gens qui habitent ici, donc qui ont des chalets, qui viennent la fin de semaine ou leurs vacances, on monte à un peu plus de 20 000, donc ça double. Mais en plus des touristes, le chiffre, je ne l'ai pas exactement, mais tu sais, quand tu as des 5000 athlètes avec leur famille qui viennent juste pour Ironman, ça c'est 2 fois par été, mais ça c'est sans compter tout le reste. Allez voir les statistiques. Ça, je les ai pas mon laptop. C'est ça, habituellement, j'essaie de faire de la recherche en Inde, j'essaie de jumeler ça, équilibrer ça ou balancer l'exercice de faire des searches pendant que je jase. Mais je me souviens plus. Je t'en voudrais pas. Toi, Eric, t'aimerais-tu ça, venir t'installer ici? On sait jamais. Moi, ça me fascine, en tout cas, le journalisme, c'est sûr. J'ai une influence. Là. Mon père, il était journaliste dans les années 80, puis c'est sûr que ça m'a influencé. Là, je me rappelle quand il m'a amené au studio. Ça m'a inspiré d'être dans le studio, puis probablement que c'est ça qui m'a amené à jouer de la musique, puis à vouloir aller enregistrer comme... À l'époque, en 96, quand on avait un band, on allait au studio Nico à Saint-Jean, sur le Richelieu, puis on enregistrait ça, puis je me sentais comme « Wow, c'est vrai, c'est ça, dans le fond, qui m'a attiré vers ça. Hein. Ça aurait été à cette époque-là, dans les années 80, quand mon père m'amenait là. Ça a vraiment été ça, le précurseur. Là. Mais... Ouais, c'est marrant, ça. Moi, aussi sa guitare, que mon père laissait traîner sa guitare, puis je gossais dessus. Là. Ça aussi, ça a été ça m'a poussé vers la musique, là, mais
Ça n'a rien à voir, mais la musique et le journalisme, c'est quand même 2 domaines complètement Ouais, mais différents. il y a le côté enregistrement, c'est ça. Des fois, je me demande si j'ai pas fait de la musique parce que j'aimais ça enregistrer, puis j'aimais ça jouer avec les micros, puis faire un setup. Tu sais, j'avais toujours mon enregistreur digital quand on enregistrait de la musique, puis à quelque part, c'était peut-être ça que je voulais faire. Ça, je voulais jouer de la guitare, puis... Mais en tout cas, arrête jamais de jouer parce que j'ai arrêté de jouer là, après la ouais. naissance de Florence, puis on les malmène nos mains là, quand tu joues de la guitare. T'es avec les accords barrés et autres. Là, puis j'ai commencé à faire de l'arthrose, man, ça fait mal, man. Ah ouais? Quand je rejoue, ça se calme. Mais c'est... faut pas arrêter. Jesus Christ, man. Moi, c'est texter. Je suis rendu que j'ai mal au pouce parce que je texte trop. C'est complètement stupide. Comment tu peux te faire mal en textant? Une commande vocale, man. Tu sais, si tu parles clairement, ouais? là, tu as une commande vocale. Là. Ah ben, ok. Puis c'est quoi l'application? C'est carrément juste l'application de... Ah, ben. Ouais. Ah, c'est fou, ça, la technologie. Je pensais jamais qu'on serait rendu là aujourd'hui avec la technologie, là, d'être capable de... Tu sais, juste... Ça, c'est rien. Les voitures qui se conduisent tout seules, ça m'impressionne. Ouais, ça... L'espèce d'assistance de pilotage, là, à Tesla, il faut que tu gardes... Il y a une loi qui dit qu'il faut que tu gardes ta main sur le volant. Donc, au moins une main, même si... Tu te souviens-tu de Tarragon, Christian Tarragon? Ouais, ça me dit quelque chose. Il était au secondaire avec ouais, nous. Ben, en tout cas, bref, lui, il travaille pour Tesla aujourd'hui. Ah ouais, pour Donc, il est venu, il faisait un show, il était venu avec le Model X, le nouveau modèle avec les portes qui ouvrent, plus le Airstream. Il était venu au Fairmount pour faire, whatever, pour montrer le Tesla Yacht. Ouais. Puis, il est venu à la maison après. Il nous l'a fait essayer avec les enfants en arrière. Là, c'était trop drôle. Là. T'aurais dû voir Florence. Là. Il s'est arrêté, c'est à 117, il n'y a personne. T'sais, parce qu'il peut avoir sa caméra constamment derrière. Là, puis il pouvait checker, OK, il voit loin. Là, qu'il n'y a personne pendant un bout. Puis là, de partir de 0 à 100. Puis moi, je me retourne là, puis on dit à vos enfants, gardez bien votre tête sur la... Ah ouais, tant que ça. Sur la pue-tête. Puis je me retourne, tu sais, Florence, ça va? Ouah! Elle se marre jusque-là, mais c'était trop drôle. Mais il a même ramené Olivier à Saint-Jérôme chez son père et tout, tu sais, il devait triper. Puis tout ça pour dire qu'il a quitté Montréal, donc il est de chez lui, petite rue, il arrive sur un boulevard un peu plus occupé, il avait dit où il s'en allait, puis il a laissé la voiture se piloter tout seul. Autopilot. Ça, je riais de ça parce que je fais beaucoup de covoiturage Montréal-Québec, puis je jasais avec le gars à côté, puis en fait, lui qui conduisait, puis justement, on riait. Imagine dans le futur, quand que ça va être autopilot, mais que tout le monde va être autopilot, puis t'arrives à une intersection. Mais si c'est géré par l'ordinateur, puis que t'arrives à l'intersection, l'ordinateur il est capable d'anticiper tels véhicules sont là, puis de vraiment créer le croisement sans accident. Fait que tu pourrais arriver dans le croisement à 100 à l'heure, puis l'ordinateur va compenser. Fait que tu sais, il pourrait se croiser, il pourrait arriver à 100 à l'heure, puis aucun accident. Ouais, aucun accident, mais des défaillances techniques, ça pourrait faire mal. Mais, ouais, c'est sûr. Mais là, il y a un monsieur qui s'est endormi au volant de sa Tesla. Ah, pour vrai. Et, pas au Québec, là? Ou... je sais pas, mais la Tesla, elle a détecté... En fait, du moins... Elle l'a entendu ronfler. Ça serait cool, là. Tu sais, mais avec il paraît qu'on dégage plus de gaz carbonique quand on dort, là. Fait qu'il y a comme un sensor de gaz carbonique, puis la Tesla, c'est que tu roupilles, man. Mais ce qu'elle a fait, la Tesla, c'est que le mec, il a lâché la main du volant. Fait que la Tesla, elle est allée garer, elle a pris une bretelle d'autoroute, elle est allée le garer sur une aire de repos, dans un stationnement. Le mec s'est réveillé, puis t'es comme, où c'est que je suis? Fait que puis ça s'en vient, puis de plus en plus, c'est les modèles les plus évolués. Il y a les Tesla, mais il y a des modèles israéliens aussi qui sont très évolués là-dedans. Ah oui, on par GPS et autres, avec la détection des lignes, avec en anticipation des voitures, les ralentissements, c'est vraiment en train de ça, c'est surprenant. Et les gens, je pense pas qu'ils soient encore prêts. La plupart des gens à qui j'en parle, ils sont quand même, moi j'oserais pas. Moi je voudrais rien savoir. Fait que, tu sais, c'est... Ben, c'est déconcertant d'entrer dans ton auto, puis t'es en train de boire ton café, tu t'en vas à la job, t'es en train de rédiger, whatever, faut que tu présentes dans 30 minutes, puis là, tu rentres dans ton char, puis tu t'assis, puis t'es comme dans un salon, comme dans une limousine, puis t'as même pas à conduire, c'est complètement... écoute, ça vaut ce que ça vaut, mais un des blogueurs, justement, qui est assez connu là-dessus, il disait que, à son avis, les enfants qui sont nés après 2012 ou 2014, il disait ils auront jamais besoin de l'apprendre à conduire. Mais l'avantage, c'est que tu peux être bourré, tu peux rentrer chez toi quand même. Fait qu'il n'y aura plus d'alcool au volant, étant donné qu'il n'y aura peut-être plus de volant. Donc. Mais
Alcool en autopilote. Vivre la technologie permet aux Sulons de vivre comme confortablement. Voilà, c'est ça. On va pouvoir avoir des soupers bien arrosés avec des amis sans avoir de pilote désigné, de conducteur désigné. Non, mais je sais pas, je dis ça, mais on verra, mais c'est intéressant de penser que nos enfants, ils auront peut-être jamais besoin d'apprendre à conduire. Et à mon avis, il vaut mieux quand même apprendre à conduire pour connaître tout ce qui se passe sur la route, là, bien sûr, mais dans le sens où, ouais. Ben, je conduis même pas manuel, moi, fait que je suis peut-être un étrange, mais là, si dans 10 ans, il n'y a pas un chat qui va conduire, je me sens moins mal, là, mais ça me fait quand même peur de savoir que le AI est en train de prendre contrôle de nos... Ça m'inquiète, ça, le AI, là. Ouais. Je veux pas tomber dans les affaires de Terminator, là, mais plus, tu sais, réalistiquement parlant, là, que tu aies un AI que t'actives puis que automatiquement tu lui demandes de prendre contrôle de soi-même puis de s'optimiser instantanément ou de vouloir s'optimiser. Mais elle est où la limite à un moment donné? C'est ça, c'est quoi? Parce que c'est une conscience qui va être tellement plus évoluée que l'être humain, là. Biologiquement, on est limité, là, mais un ordinateur qui est capable de gérer son... On est foutu, là. C'est l'apocalypse. Puis en même temps, t'as Yellowstone qui va exploser. Je sais pas, entre Yellowstone et l'AI, qu'est-ce qui m'inquiète le plus, là, mais... Moi, c'est Fukushima. Ouais, Fukushima, ça c'est l'enfer, là, à Vancouver, il y en a des poissons irradiés qui se sont rendus de Fukushima jusqu'à Vancouver. Les vents, ça va vite, hein. C'est quand ça a pété, là. Moi, j'ai suivi la carte des vents, puis c'est pas long que ça arrive ici. Il y a un blogueur ici qui teste avec son machine Geiger ou Geyser, je sais pas comment Geiger Counter, ouais. Puis il teste à chaque pluie, là. Ah, ouais. Il nous montre les rapports, chaque pluie, on peut savoir. C'est... À Tremblant? Au Québec. OK. Puis qu'est-ce qu'il a dit? T'as-tu son nom? Peux-tu me donner son... Ouais, on puisse aller le voir. Ou tu m'en reviendras là-dessus si jamais tu t'en souviens. En fait, c'était dans les favoris sur mon Mac qui est mort. Ah non? Ouais, il va falloir que je le retrouve, mais... Aïe. Mais c'est intéressant parce que c'est vraiment juste un test. Et dès qu'il pleut, il sort. Il met son truc. Ah ouais. Aïe, ça serait intéressant d'aller voir ça. Ah, c'est dommage, t'as pas son nom. Aïe. Mais, OK, fait que dans le fond, des genre Geiger Counter, Québec... Ouais, je pense que le gars est à Québec, d'ailleurs. OK. Ah oui, il est à Québec? Je pense. OK. Mais, ouais, c'est sympa qu'il fasse. Moi, je trouve ça intéressant qu'il le fasse parce que... Ben, être survivalist, c'est quasiment... pas indispensable, mais tu sais, de nos jours, il y en a pas beaucoup de monde qui pense à ça, être survivalist, excusez-moi l'anglicisme, il y en mais a beaucoup aux États-Unis, de penser à... c'est une mouvance qui est quand même plus... Ben, les États-Unis, ils vivent la menace constante des médias qui leur dit qu'il y a un danger potentiel constant à l'extérieur, là. Fait que j'imagine Les gens, ils habitent dans des bleds, puis les autres, ils pensent qu'il y a des terroristes qui vont les voir. C'est relax, c'est pas toi la cible. Mais c'est une tendance que c'est... Ben, je veux dire, j'irais par faut la vouloir peur. protéger sa famille, puis protéger son futur, puis ses enfants, je veux dire... C'est naturel. On sait jamais qu'est-ce qui peut se passer demain. Je sais qu'il faut pas vivre dans la peur, là, puis pas trop penser à qu'est-ce qui pourrait se passer, mais faut se préparer en vue de ça, là. Peut-être même la sortie des générations qui s'en vont de la ville, il y a peut-être quelque chose à ce niveau-là aussi, de pas vouloir respirer de la pollution à Montréal. Puis je pense que c'est déjà le premier pas. S'en aller de là. C'est de donner à ta famille un environnement qui est sain. Ouais. Parce que en fait, je le nommerai pas, mais les amis d'un ami viennent acheter un condo proche des raffineries de pétrole, dans l'est de la ville à Montréal. Ils ont des enfants. Et la qualité de l'air dans l'Est, c'est problématique. Ouais. Quand ça avait pété le 11 septembre, il y avait eu 3000 morts et quelques. Et il y avait quelqu'un dans les médias qui avait fait un parallèle en disant que chaque année à Montréal, il y a 3000 personnes qui mouraient de problèmes respiratoires dus à la mauvaise qualité de l'air. Et il pointait du doigt les raffineries. Et quand on se pointe dans l'Est, on les sent. C'est dégueu un peu. Tu sens vraiment l'odeur, c'est pas bon. Là, t'es pas dans un environnement qui est sain. Mais là, ils font des condos pour jeunes familles. Puis ils vont cacher les raffineries avec une espèce d'écran végétal, genre aménagement paysager de whatever. Mais où est-ce que tu es allé t'installer? Qu'est-ce que tu fais là? Sérieusement, t'as une famille. Là. Va pas pleurer après là, que ton enfant... Ça, à Pointe-aux, ça, Pointe-aux-Trembles. Ouais, je sais pas, c'est dans la ville, moi j'y fous jamais les pieds, mais... Je veux dire, c'est juste ça, je pense que, tantôt je parlais de chance, mais des fois il faut aussi, quand j'étais à Vancouver, on a vécu des choses extraordinaires aussi, mais il faut, je sais pas,
Je sais pas quoi dire par rapport à ça. Mais je pense qu'on a chacun notre responsabilité. Je pense qu'il faut quand même... Moi, c'est certain que si je m'en allais de soit Montréal ou d'une métropole, moi, c'est certain qu'il y a ça qui joue, là. Je veux dire, d'arriver ici à Tremblant, puis de voir comment que c'est bon respirer, puis les gens sont différents, sont plus en santé. Tu me mentionnais que depuis Ironman, les gens sont... Il y a une tendance vers l'exercice physique. il doit rester un fumeur en ville, je pense. Ben, il y en a un qui vape, puis tout moi, je suis le vapoteur, puis il reste un fumeur. Un irréductible. Y en a-tu une boutique de vape? Ouais, on a vape. Mais je reviens à Daniel Blier, le DG de Tourisme Mont-Tremblant, puis il m'expliquait que la Chine et l'Inde, à eux deux, c'est 2 milliards d'individus. Il dit même s'il y a que 10% d'entre eux qui peuvent voyager, parce que leur niveau de vie est en train d'augmenter. Ouais. De façon considérable. Donc, ils considèrent les Par milléniums rapport à la santé publique, là? Par rapport au voyage, tu vois. Ils sont 2 milliards. OK. À deux, l'Inde puis la Chine. Leur niveau de vie est en train d'augmenter. Ils font partie de la plus grosse portion de la population, c'est des milléniums. Les milléniums considèrent que le voyage, c'est un droit et non juste un, comment je te dirais, un privilège. Les autres, ils considèrent que ils ont ce droit-là de voyager. Donc, ça a un impact sur le bien-être moral. C'est dans leur valeur. OK. Puis c'est dans la valeur de beaucoup de gens quand même. Donc ce que je veux dire par là, c'est qu'il nous expliquait, puis il y avait 2 professeurs qui étaient venus donner une conférence ici qui s'appelait Le tourisme de demain. Et 2 professeurs qui sont réputés, là, de renom. Ouais, ils ont des chaires à l'université. Il y en a une, c'est l'UT, je sais plus, en tout cas l'autre, je les ai pas. Je l'ai pas là-dedans. Right. Puis c'est dans l'autre journal. Mais ils expliquaient en fait que l'air pur et l'eau pure, et tout ce qui est espace vert, genre. Et puis ici, tu sais, t'as des chevreuils, t'as un renard qui se promène, OK, ça surprend bien des gens. Les gens, ils arrêtent pour les regarder, les chevreuils. Là, ouais, que t'es en plein centre-ville. Puis nous, ça nous embête parce qu'on sait jamais quand est-ce qu'il y en a un qui va jumper dans le windshield. Roundabout. Chevreuil dans le roundabout. Ça prendrait des détecteurs de chevreuils dans le coin. Mais, tu sais, il disait qu'en fait, l'air pur et l'eau pure, ce sera les plages de sable blanc de demain. Pour les gens qui vivent dans des zones comme en Chine où écoute, Beijing ou autre, l'air est irrespirable. Il y a un pendant gars, les Olympiques, je sais pas comment ils ont fait. Mais il y a un gars, il met de l'air en cacane puis il le vend en Chine. L'air de Jasper, genre des rocheuses. Ah ouais. Il met en cacane puis il le vend là-bas. Fait que, tu sais, il vape de l'air pur là-bas, tu sais, au lieu de vaper genre... Non, mais c'est particulier, donc je pense que il y a quand même une mouvance qui s'en va vers, genre, il faut je sais pas, ce sera peut-être des oasis plus tard. Des resorts d'air pur, là, où tu vas respirer, carrément. Ouais. Puis c'est la justification de la guerre aussi, là, d'avoir l'air, là, ou l'eau. L'eau surtout, probablement, l'air... Mais l'eau, ça va bientôt être un problème, un conflit mondial, là, où c'est qu'il va y avoir des pénuries, puis même que l'eau du Québec, les États-Unis, s'ils en ont plus, puis s'ils continuent à faire du fracking, avec Trump, ils vont venir ici, puis ils vont acheter, puis ils vont... Trump, il va essayer d'acheter le Québec. Ouais, c'est ça. Ouais. How much is gas? How much? Yeah, seriously. Non, je sais pas, mais bon, il sera pas là longtemps, à mon avis, Trump. J'espère. Hein. Ou peut-être qu'il va canceller la démocratie, puis ça va être son fils qui va prendre le contrôle. Le fils de Trump, là. C'est avec Kim Jong-un, mais genre version américaine. Ouais, mais ça pourrait. Mais ça ressemble à ça. Tout le monde... En tout cas, on va peut-être pas tomber dans le Kim Jong-un. Je connais pas assez pour avoir mon opinion là-dessus, mais son peuple, il est emprisonné. Mais à quelque part, la société occidentale, puis Trump, puis les Américains, c'est le même principe aussi. Eux sont emprisonnés aussi dans un pays où c'est que les valeurs sont basées sur les armes de la guerre, dans le fond. Et ça me fait penser, j'ai vu quelque chose quand même de touchant. C'était une jeune femme de Corée du Nord dont les parents ont réussi à l'extraire du pays. OK. Parce que... Ouais, c'est ça. Écoute, c'est fou, là, tu peux te faire tuer pour n'importe quoi là-bas. Vu ce qu'on vient de dire, là, ou ce qu'on fait là, ici, là, ça pourrait être répréhensible là-bas, ça pourrait être une cause de la peine de mort. Tu fais pas ce genre de choses. Là. Puis, elle était sortie, elle est arrivée en Chine, et là-bas, c'est triste, mais t'as des gens qui en profitent, en fait.
Donc, ils les prennent en des esclavage, gens qui sortent ils de les là, récupèrent. puis- Au lieu de les aider, ils les emprisonnent. OK. Ah, Et c'est ça qu'a dénoncé la jeune fille. Elle a dénoncé le fait qu'en Corée du Nord, ce qu'ils vivaient, c'était abominable. Mais d'un autre côté, elle disait, quand on arrive à en sortir, il y a des gens qui vont tirer profit. Puis, tu sais, c'est pas cool dans le sens où donc, mais ça, on parle dans un autre c'est truc, dans la là, nature humaine à certains Ouais, niveaux. Là, j'ai c'est peur. négatif un peu. Là, c'est sûr que ouais, On veut parler de quelque chose de plus joyeux. T'as pas d'autres questions? Tu Ouais. veux pas parler d'autre chose? Le voyage, en tout cas, puis on parlait de Yellowstone, peut-être qu'on peut aller vers un volcan qui va être moins dangereux dans le fond, à Hawaï, il y en a des volcans qui éclatent de temps en temps, mais c'est pas toute l'île qui explose. Là. C'est pas comme Non, mais par Yellowstone. contre, ce qui est génial à Hawaï, sur la grande île, donc de Big Island qui s'appelle, parce que c'est un archipel, là, plusieurs îles, c'est que, oui, effectivement, tu as des coulées de lave, c'est régulier. Le Ultraman où je suis allé, moi, c'était Parce en que pour mettre en 2015. contexte, toi, dans le fond, tu as suivi un des grands athlètes du Ironman ou de Puis du Ultraman. Puis Tony du O'Keefe Ram qui, lui, aussi. s'en allait là-bas, puis il t'a Il m'a invité. invité, Ça il m'a t'a invité à le trippé, suivre. là. Ouais, c'est surtout avec Aïe, Tony. aïe. C'est un gars extraordinaire. Là. C'était un lieutenant-colonel de l'armée de l'air à la retraite. Il était basé au Colorado, dans la NORAD. Mais il a fait 2 guerres, je pense. OK. Mais c'est un... Fait qu'il était déjà on the edge, là. Il était déjà un gars qui aimait ça à pousser à l'extrême. Là. Bah, tu sais, D'être dans l'armée, tu dois chercher comme un genre de je pense qu'il cherchait dans sa physique vingtaine, puis que, tu sais, l'armée, OK. les autres, ils permettaient de faire des études, ils permettaient de devenir quelqu'un quand t'étais paumé, tu sais. Je pense que c'est plus pour ça qu'il s'est retrouvé dedans, parce qu'aujourd'hui qu'il est à la retraite, il a les cheveux longs, puis tu sais, ça a l'air d'un Californien, ça a l'air d'un surfeur. C'est pour ça qu'à Hawaï, il fit dans le décorum. OK. Mais, Fait que toi, t'arrives en avion, t'étais avec lui dans l'avion pour aller là ou t'étais allé le il est rejoindre? venu me chercher à l'aéroport OK. de Kona. Puis là, tu sors de l'avion, tu le vois là-bas, puis il est comme « Hey brother », puis... Ouais, fait qu'il m'expliquait, il m'a fait voir, tu sais, en faisant Ultraman, tu fais le tour complet de l'île. OK. Donc, les autres, ça leur prend 3 jours. C'est un triathlon? Ouais, c'est un triathlon. C'est 10 km dans l'eau, dans l'océan de nage. Et nous, on le suivait en canot en kayak pour pouvoir lui donner de l'eau s'il avait besoin ou autre. Okay. Hein. Parce que 10 km, c'est beaucoup. Dans Ironman, c'est 3,8 km. Donc, Ultraman, 10 km, c'est vraiment l'extrême Ultraman. Ça dure 3 jours, leur truc. Là. Puis, on va jusqu'au top des volcans, dans des vieux baraquements militaires. Puis, en haut, il y avait de la neige. Là. À Hawaï, t'as énormément de... Ah, bah ouais. Ah ouais, écoute, t'as, je pense, 7 zones climatiques sur l'île. Moi? Tu te retrouves au Vietnam à un moment donné, tu te retrouves, mais tu peux te retrouver dans un rainforest, tu peux te retrouver dans un désert, tu peux te retrouver plus dans une forêt tempérée d'Amérique du Nord, un peu comme ici, tu peux te retrouver dans différents trucs. Mais les coulées de lave, c'est fréquent. Puis l'année d'avant que j'y suis allé, en fait, il semblerait que les cyclistes me racontaient qu'il y avait des coulées de lave, puis le dernier des cyclistes est passé. Oh! Parce que sinon, ils pensaient interrompre la course ou ils ne savaient pas trop quoi faire, on fait quoi, tu sais. Mais puis là, il y en a eu des belles récemment. Là. Il y a eu des belles coulées de lave. Quand j'y étais, il n'y en a pas eu. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir que à cause de ça, les promoteurs immobiliers, ils n'osent pas trop construire. Fait que ça reste quand même assez authentique. Okay. Le village de Kona, ça reste quand même assez authentique. Oui, il y a quelques petits resorts, quelques petits condos. Tu sais, nous, on était comme dans une espèce de différents condos avec une piscine puis un barbecue. Puis tu sais, bon, mais... C'est-tu comme le village, pas olympique, là, mais l'équivalent de où tous les athlètes vont se tenir, puis il y a comme des endroits où ils peuvent comme s'entraîner? C'est les vacanciers, tu sais, c'est un peu comme ici, je sais pas, moi, il y a des groupes de condos, là, tu sais, proche de la montagne, bon, tu sais, c'est un peu ça. Mais tu regardes le jardin, là, ils font un aménagement paysager, mais dès que c'est à la limite de leur terrain, c'est de la lave. Ben, c'est des pierres volcaniques. Puis tu veux pas marcher là-dedans là, parce que ça coupe. Là, c'est particulier, la roche volcanique. Fait que c'est un peu... Puis c'est quoi les parents? Ils disent « Allez pas jouer avec le volcan, là. Restez... » Mais là-bas, c'est perçu comme le dieu. Je sais pas, peut-être que tu l'as pas vu, Moana, mais c'est un dieu, en fait, pour eux. L'océan, c'est une déesse. J'ai pas vu le film. Le volcan, qui est la Oa, je l'ai sûrement pas. Mais c'est pas du folklore, là, tu sais. C'est genre, à un moment donné, j'arrive,
Puis j'avais raté mon avion pour aller d'Honolulu jusqu'à Kona, puis la dame était comme I'm sorry, you missed your plane. Aloha. Tu sais, c'est comme. Mais ils parlent le même, tu sais, dans les étudiants dans l'avion, tu sais. c'est-tu comme un petit avion? Fallait que tu te rendes de l'autre côté de là? Ouais, ils font plus ça en bateau. Ah, ok. Je cherchais un bateau, puis c'est comme, on fait plus ça. Il y avait trop d'impact. Écoute, c'est quand même assez visité. Okay. Donc, il y avait un impact sur l'écologie là-bas. Donc, ouais, ok, c'est pour ça. C'est pas à cause de genre des turbulences des volcans ou à cause de. C'est vraiment le pétrole dans les moteurs de bateaux qui veulent pas. Ça bougeait beaucoup parce que c'est un archipel d'îles, ça reste quand même une sorte de. Tu sais, c'est perdu en plein Pacifique, là. Si tu regardes ça sur une map, là, c'est des petits points en plein Pacifique, là. T'es vraiment paumé en plein océan, là. Mais moi, j'ai trouvé ça phénoménal. Ouais, j'ai trouvé ça fabuleux. C'est super, c'est une grosse... C'était ta première expérience de voyager pour faire un reportage pour un média? Ouais. Par contre, ce qui était contraignant, c'est que il a fallu que je torde un bras à mon boss pour pouvoir y aller. OK. J'ai payé mon billet. Mais ça a quand même valu le coup, là. Je veux dire, ça a dû être... Il a fallu que je travaille comme si j'étais ici. Donc, j'écrivais, c'était pratiquement l'hiver. J'étais en train d'écrire sur les chiens de traîneau. J'étais à Hawaï. J'ai même pas réussi à aller me baigner une fois. Ah, pour vrai? Ouais, j'ai pas eu le temps, là. J'ai pas pu profiter autant que j'aurais aimé. D'un autre côté, j'ai quand même eu une expérience extraordinaire d'avoir vécu ça. Puis là, ça se peut qu'on aille à Pyeongchang pour les Olympiques. Ah, ouais. Ça, c'est à l'hiver, ça, c'est les... Février, ok, 2018, ok. Ouais, Ultraman, dans le fond, est-ce qu'il faut être un Ironman avec la caméra pour pouvoir suivre quelqu'un qui fait l'Ultraman? Parce que imagine, transporter le stock sur ton dos puis d'avoir à prendre des photos, là, ça doit être quand même physiquement demandant. C'est plus dur sur un vrai Ironman parce que t'es sur le circuit puis tu cours, là, t'as les motos qui t'aident, tu peux avoir des vélos, tu sais, c'est bien organisé ici à Tremblant, mais tu sais, je me suis tapé la ride avec le sac sur le dos, puis des caméras jusqu'à chemin du Plessis. Je voulais une shot avec la rivière. OK. C'est chaud. C'est quelque chose, mais Ultraman, c'était facile parce qu'on suivait avec une minivan. Ah, OK. Chaque athlète est suivi par un crew qui eux-mêmes sont des athlètes. Okay. Bien souvent, ce sont des athlètes qui aident l'athlète et qui savent c'est quoi ses besoins. Donc, on s'arrête à, je sais pas moi, chaque 600 mètres, puis on lui propose. Que ce soit un gel, que ce soit de l'eau, que ce soit du jus, du coke. OK, il y a vraiment un support, tu le suis tout le long. Là. OK. Tu peux pas... c'est pas comme ici à Ironman, quand il s'élance dans l'eau, t'as des plongeurs sous l'eau. T'as des personnes en SUP, en stand-up paddle, qui suivent. T'as des bateaux. Après, sur le chemin, t'as plein de monde qui te surveille, qui t'aide. Là-bas, t'as personne. Il y a un requin tigre qui a glissé sous les nageurs et sous nous, en fait. Oh my God. Et les surfeurs, ils nous avaient prévenu la veille, ils nous avaient dit, il y a un requin tigre. Parce que Tony m'avait dit, tu vas voir, à chaque fois que je fais Ultraman, il l'a fait souvent, il l'a fait 8 fois. Là, il est détenteur de son... en fait, c'est le champion du monde dans sa catégorie d'âge, il est détenteur du titre. Mais il me dit, à chaque fois, je nage avec des dauphins. OK. Et qu'il dit, ça se peut que tu aies des shots de moi avec des dauphins en train de nager. Wow. Puis j'avais la GoPro, en fait, pour shooter. Mais... non, il n'y a pas eu de dauphin, mais il y avait un requin tigre qui était sous nous. C'est pour ça qu'il n'y avait pas de dauphin. La masse sombre là, qui glisse, là, c'est comme pas cool. Là. Crazy. OK. Puis le résultat de tout ça, ça a été médiatisé comme un article? J'ai fait 2 articles, peu de vidéos, parce que j'avais pas le support, mais beaucoup de photos. OK. Que j'utilise encore aujourd'hui parce qu'il est chroniqueur dans le journal maintenant, Tony. Ah ouais. Et donc j'ai beaucoup de photos de lui là-bas. OK. Donc c'est sûr que j'utilise ces photos-là. Quand il parle de vélo, j'ai des photos dans les Koala Mountains là, où il fait du surplace tellement il y a du vent, là, puis que tout le monde a de la misère à ouvrir la porte de voiture pour sortir. Là. Mais à quel endroit qu'il habite? Il habite ici. Il est ici, OK. C'est ça qui est intéressant. Lui, j'avais écrit un article qui s'appelait Destination Triathlon. C'était mon premier volet parce que je le reprends souvent. Des gens intéressants qui décident de venir s'installer à Mont-Tremblant à cause de la possibilité de s'entraîner pour faire des Ironman. Et lui, il avait on en parlait, on était en train de prendre un café à Kona, puis il me dit ouais, j'aurais pu vivre ici si je voulais. Et j'étais comme, tu me niaises-tu, man? Sérieusement, t'as choisi Mont-Tremblant quand même? Il dit ouais, man, c'est un secret, c'est un des secrets les mieux gardés, Mont-Tremblant. Puis il était au Colorado. Au Colorado, c'est considéré comme le ground zero du triathlon. C'est là que t'as les plus grands entraîneurs de triathlon et autres. D'ailleurs, c'est là qu'il s'est fait frapper par un vélo pendant qu'il s'entraînait, puis il a été laissé pour mort, puis il s'en est sorti. Il a foncé dans un autre vélo? Non, c'est une voiture qui lui est rentrée dedans. Ouais, OK. Donc, ça, il a laissé pour 2009, si je me trompe pas. Ouais. Il faudrait lui demander à toi. Tu le rencontreras un jour. Mais
Les médecins lui avaient dit qu'il marcherait plus jamais, puis regarde. Il continue, il lâche pas, mais c'est une machine, lui. Ah ouais, puis quand tu le vois courir, il est grand, là, puis quand tu le vois courir, t'es comme, on dirait une gazelle qui... Aïe, aïe. Ça super vite. Il y en a qui sont faits vraiment, là, physiquement, ils ont comme une espèce une autre constitution, c'est qu'ils sont capables de faire des trucs comme vraiment incroyables, là. Leur génétique à ce niveau-là est comme... Ils sont pas humains. Ouais. Ben, je sais pas c'est quoi sa potion magique, là, mais... Ah, il y a beaucoup de volonté. Ouais, tu penses que c'est ça, la volonté qui trigger l'espèce de truc génétique en dedans qui fait que... Il veut s'améliorer tout le temps, il veut tout le temps, tu sais, puis Ultraman, ça te met face à qui tu es réellement. Tu perds les pédales souvent, ou tu te plantes. Il y a un gars qu'on le suivait, écoute, on s'est arrêté. Les pédales, ton bike, il perd ses pédales. Non, mais dans le sens où... Ouais, ça aussi. Ça m'étonnerait, parce qu'au prix des vélos, ça m'étonnerait que tu perdes tes pédales, mais tu sais, c'est vraiment... on a vu un gars, un athlète qui essayait, c'était un jeune, il essayait de... Billy, il s'appelait, puis il faisait penser, excuse-moi, il est comme devenu un punkass, dans le sens où il se comportait pas bien. Il était comme un peu punk, là, il voulait battre Tony tout le temps. Il faisait des affaires qu'il n'a pas le droit de faire, c'est-à-dire qu'il draguait Tony, donc il se mettait derrière lui. Le vent, là, pour en profiter. Il n'a pas le droit de faire ça dans Ultraman. Fait que Tony, lui, il l'a comme tiré sur 54 miles. Puis ça, c'est pas correct. Puis quand il avait besoin de quelque chose, on était là pour l'aider. Bon, on était juste par solidarité, mais lui, par contre, il aidait pas Tony jamais. Puis Tony, il lui a dit à la fin, sur le stage, il dit... il a dit quelque chose. Je sais plus trop s'il a dit, moi j'étais mort de rire. J'ai demandé à Tony, veux-tu entendre ce que tu as dit, man, à la remise des prix? Puis quand il dit, considering I dragged his ass for 45 miles, tu sais, j'espère bien que Billy, il a bien fait, considérant que je l'ai aidé. Mais tout le monde est comme politique correct là-bas. Il y a le Ohana, si tu veux, c'est la notion de famille, de groupe, des gens qui sont... qui vivent Donc ça se dit pas vraiment, puis c'était très drôle, puis I can live with that, il peut vivre avec ça, puis je trouve ça très bien. Mais tu sais, pour dire que tu peux perdre les pédales, Billy il est pas comme ça dans la vraie vie, là. C'est juste que là, il était confronté à quelque chose de tellement difficile, c'est tough à vivre, là, Ultraman. Puis il y en a un autre qui a voulu aller trop vite, il s'est pété la clavicule, puis il était sur le bord, écoute, ce pauvre gars, là, il souffrait, là, puis il y en a un autre qui... Ils ont fait, mais en même temps, Tony me disait, il a pris un risque qu'il ne devait pas prendre. Les gens, ils sont pas capables de rester focus, puis je sais pas, t'es confronté à toi-même. Puis comme disait Tony, ça enlève des plures d'oignons. Il dit pour aller chercher le inner core, le core vraiment en toi pour te révéler à toi-même, pour que ça puisse te révéler à toi-même, pour que tu puisses savoir vraiment qui tu es. Et le Ultraman était conçu pour ça. Les mecs qui l'ont conçu, c'était ça. C'était faire affronter, c'était un périple. En 3 jours, c'est le périple d'une vie que tu passes à travers toutes les zones climatiques de la Terre ou presque, et que tu te retrouves confronté à toi-même en 3 jours, et que ça crée le Ohana, et que ça puisse te permettre d'avoir une famille qui est différente et autre. C'est une philosophie, c'est très philosophique à Hawaï aussi. Ça, c'est un truc que j'ai beaucoup aimé. Il y a une grande spiritualité là-bas, puis c'est pas du folklore, là. Ils vivent de même, là. Je pense qu'on a assez parlé. Puis il fait beau dehors. Fait qu'on va sortir du studio, puis on va aller... De toute façon, il faut que je retourne à Montréal aujourd'hui. Ohana. Mohana. Je vais aller vivre le Mohana de Montréal. En tout cas, thanks, man. Merci beaucoup, Guillaume Vincent. J'apprécie vraiment que tu m'aies accueilli chez vous hier. C'est normal, mec. Anytime. On s'en reprendra, là. J'avais vraiment hâte de te jaser. Thanks, man. Take care. Merci. Merci à tout le monde.